Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Aujourd'hui, nous nous intéressons encore une fois à la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en nous posant une simple question. Est-ce que cette communauté, ce bloc ouest-africain va finalement imploser? Nous avons parlé il n'y a pas si longtemps des déboires que connaît leur organisation avec le retrait des trois pays qui composent maintenant l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et aujourd'hui, on voit d'autres divisions. Et c'est pour cela justement que nous avons voulu en parler aujourd'hui. Nous allons voir euh, à deux niveaux d'ailleurs. À deux niveaux, il y a d'abord des difficultés qu'on observe aujourd'hui entre la communauté, la CEDEAO, et un pays membre, la Guinée-Bissau. Et puis nous allons parler aussi de, du Togo, et qui, selon certaines sources, selon certains membres du gouvernement togolais, le pays devrait adhérer à l'Alliance des États du Sahel. Et quand on sait que l'Alliance des États du Sahel, justement, s'est construite en opposition à la CEDEAO, on se demande justement si ce n'est pas une façon d'affaiblir encore le bloc ouest-africain. Et pour commencer, nous allons voir ce qu'il en est de la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, vous savez, c'est un pays membre fondateur de la CEDEAO. Et d'ailleurs, quand l'organisation a connu des divergences d'opinion avec les États du Sahel après les coups d'État qui ont eu lieu au Mali, au Burkina Faso et au Niger, la Guinée-Bissau était l'un des pays très virulents et qui demandait les sanctions contre les régimes putschistes. Aujourd'hui, on a suivi, on a vu que le président Mbalo, maintenant Evandoubou contre la CEDEAO. Pourquoi? Parce que en réalité, ça vient des problèmes internes de son pays. La Guinée-Bissau, en réalité, le président Soumaro Embalo est arrivé au pouvoir en 2020 et pour un mandat de 5 ans. Et selon la Constitution, justement, après 5 ans, il devait y avoir l'organisation des élections comme cela se doit. Il devait organiser l'élection en réalité, selon l'opposition, avant la fin du mois de février 2025. Mais pour lui, la fin de son mandat se situe au mois de septembre 2025. Un décalage de 7 mois, je ne sais pas comment cela se calcule, mais lui, il estime que le mandat qui est le sien aujourd'hui se termine en septembre 2025 et il a fixé les élections, la tenue des élections générales, présidentielles, au 30 novembre 2025. Et l'opposition, justement, n'est pas d'accord. C'est pour cela que la CEDEAO, qui nous intéresse, la communauté économique et politique des États de l'Afrique et de l'Ouest, a dépêché une commission pour aller essayer de jouer de médiation entre le président et son opposition. Et cela, justement, que les choses ont coincé, parce que les membres de la commission ont constaté que c'est l'opposition qui avait raison,
que le mandat du président devait se terminer vers la fin du mois de février 2025. Et lui, au lieu d'écouter ce que disait la commission, parce que justement, il avait accepté son organisation, la médiation de la CEDEAO, il s'est emporté. Et il a prié la commission, les membres de la commission, de quitter son pays. Il a mis dehors la commission de la CEDEAO. Nous sommes un pays souverain. Et la commission de la CEDEAO, ce n'est pas souverain. C'est nous les États qui prennent la décision. C'était une mission qui a commis une grande erreur. Tu ne peux pas avoir un feu de route et sortir de ce feu de route. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait en tenant en considération les principes même de la CEDEAO. Guinée-Bissau, c'est parmi les membres fondateurs de la CEDEAO. Et nous, la CEDEAO, c'est nous. Ce n'est pas des petits fonctionnaires qui vont venir dicter qu'est-ce qu'on doit faire. Non, non, ça jamais. Avec moi, ce n'est pas possible. Et puis, ce n'est pas la première fois que les gens ont expulsé une mission de la CEDEAO, même une mission des Nations Unies. Parce que les pays sont souverains. C'est dommage, c'est pénible que Mali, un pays fondateur, Burkina, Niger, tous ces pays-là, c'est des pères fondateurs de la CEDEAO. Mais c'est dommage aujourd'hui qu'ils quittent leur organisation qui les appartient. C'est très compliqué, la situation que nous tous on traverse au sein de notre union et de notre zone qui est COAS. Il y a beaucoup de coups d'État. Et la solidarité d'abord, c'est très important. Parce que si on n'avait pas géré ces situations de Mali, Burkina et Niger, on n'aurait pas perdu ces trois pays frères. C'est quelque chose de non négligeable. Ce n'est pas anodin. Ça veut dire, on vous envoie une commission de médiation de bons offices et vous vous refusez justement la médiation en question parce que vous ne voulez pas que la commission épouse des positions qui ne sont pas les vôtres. Et puisque maintenant le pays, la Guinée-Bissau, est en froid avec l'organisation, la CEDEAO, on se demande ce qui va se passer après. Peut-être il y aura une réconciliation, comme cela arrive souvent, mais c'est un précédent. C'est un précédent parce que la CEDEAO qui avait pris l'habitude de prendre des sanctions contre les pays putschistes, on voit mal comment maintenant cette organisation pourra jouer des médiations entre les pays membres et leurs oppositions internes. Ce qui veut dire, en réalité, que la CEDEAO s'affaiblit de plus en plus. Donc, on parlait maintenant de la Guinée-Bissau, du président Embalo qui a décidé de passer outre les recommandations de l'organisation dont le pays est membre. Et là, ça va constituer un précédent. On verra comment cela va évoluer, mais dans tous les cas, c'est quelque chose, c'est un événement qu'on observe et qui est tout à fait inédit dans l'histoire de cette organisation de la CEDEAO. Ça, c'était le premier point. C'était la CEDEAO qui maintenant est en froid avec leur organisation dont le pays est membre. C'est le premier point. Le deuxième point, justement, que nous avons appelé une autre épine dans le pied de cette organisation de la CEDEAO, c'est le Togo. Le Togo, qui, vous le savez, il n'y a pas très longtemps, le président Faure Gnassingbé a été désigné aux côtés du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye comme médiateur entre la CEDEAO et les pays membres de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui avait décidé de claquer la porte de cette organisation ouest-africaine. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, le président ghanéen, nouvellement élu aussi, a essayé de jouer de médiation, sans être désigné officiellement, a demandé aux États du Sahel de revenir dans le giron de l'organisation de la CEDEAO.
Mais ce qui est justement d'actualité aujourd'hui, c'est que le Togo est en train de demander officiellement d'adhérer à l'Alliance des États du Sahel. Et quand on sait que l'Alliance des États du Sahel est une organisation qui se présente comme l'antagoniste même de, de la CEDEAO, on voit mal comment on peut être membre de la CEDEAO et de l'AES à la fois. Le ministre lui-même des Affaires étrangères et des Affaires étrangères du Togo estime que pour lui, son pays a vocation à adhérer à l'AES. Alors que géographiquement, le Togo ne fait pas partie des États du Sahel. Il ne fait pas partie du Sahel. Mais lui, il veut adhérer à cet État-là. Politiquement, c'est possible. Géostratégiquement, c'est possible. Mais on verra. On verra comment aussi la décision qu'il va prendre, comme il le dit lui-même, le ministre Robert Dussé dit que c'est le président Faure Gnassingbé qui devra prendre la décision, on verra. Mais pour son département ministériel, c'est acté. Il demande officiellement l'adhésion du Togo à l'Alliance des États du Sahel. Pour ce que moi je sais des pays de l'Alliance des États du Sahel, ces pays, contrairement à ce que certains pensent, ils vont vers l'Est ou vers quelle direction, je ne crois pas. Ce que moi je sais de ces pays, c'est que ce sont des pays qui ont décidé de recouvrir leur souveraineté. Ils sont africains d'abord. Et ce n'est pas qu'ils quittent un camp pour aller vers un autre camp. C'est ce que moi je sais. Mais pour nous qui les fréquentons, ce qui nous lie, c'est que nous avions la même idéologie. C'est l'Afrique d'abord. C'est notre pays d'abord. Oui, nous sommes contre l'alignement. Mais ça n'a aucun sens. Je crois que la souveraineté d'un pays, où elle est totale ou elle ne l'est pas. Aujourd'hui, après 60 ans de nos indépendances, la plupart des responsables politiques, civils, militaires, dans le domaine intellectuel, culturel, on se rend compte qu'on ne contrôle pas nos pays. Donc quand on a la chance d'avoir, à un moment, des pays qui ont pris conscience de ça et qui veulent se prendre en charge, il faut les soutenir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc nous sommes proches de ces pays parce que nous sommes dans une même vision, celle de nos pays et de l'Afrique d'abord. C'est pourquoi nous disons que nous sommes africains. Et quand nous parlons des langues, nous parlons de l'africanophonie. Parce que c'est nous-mêmes. Ce qui nous détermine aujourd'hui, c'est parce que nous sommes africains. On ne peut pas s'affirmer parce que nous gouvernons nos pays en sous-traitance par quelqu'un d'autre. On s'affirme parce que nous sommes dans un pays et point. Et on ne peut pas s'empêcher de se demander si cela ne va pas affaiblir encore davantage la CEDEAO, la communauté économique et politique des États du Sahel, puisqu'on ne peut pas être à la fois membre de la CEDEAO et de l'Alliance des États du Sahel, puisque ce sont des organisations opposées. L'AES s'est constituée par opposition à la communauté économique des États du Sahel. C'est pour cela que nous avons dit justement que le Togo est également une épine dans la chaussure de la CEDEAO. Ça veut dire qu'en réalité, la CEDEAO devrait demander des comptes, des explications au Togo, dont un ministre, le ministre des Affaires étrangères en l'occurrence, demande l'adhésion de son pays à une organisation rivale. On verra comment ça va évoluer. Mais on ne peut pas justement empêcher, on ne peut pas terminer cette courte émission sans parler de notre membre
de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Ça n'a rien à voir avec la CEDEAO, mais on va en parler aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a le Niger. Le Niger qui est un membre fondateur de l'Alliance des États du Sahel. Sur le plan géostratégique, justement, on avait vu que le Niger, après le coup d'État du général Tiani du 26 juillet 2023, son régime avait décidé de tourner le dos à l'Occident, on l'a suivi, et de se rapprocher plutôt des États des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et il y a eu d'autres membres qui se sont ajoutés après, dont l'Égypte et l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite. Ce qu'on présente officiellement comme des puissances de l'Est ou des puissances émergentes. Et on a été surpris de voir ce vendredi le Niger prendre des mesures très importantes contre les responsables des entreprises très importantes chinoises qui opéraient dans le domaine minier au Niger et mettraient fin à la licence d'exploitation d'un hôtel très important à Niamey qui était géré à part justement des entreprises chinoises. Pourquoi? On n'a pas compris. Les raisons évoquées, justement, ce sont des raisons qui peuvent être compréhensibles parce que ce sont des raisons qui sont liées à la souveraineté nationale. Les trois entreprises ont été accusées de nombreuses défaillances, et notamment le refus d'appliquer une grille salariale équitable aux travailleurs locaux, le non-respect des quotas des fournisseurs locaux dans les contrats, la non-prioritarisation des biens et services locaux, l'absence de formation et de promotion du personnel nigérien et le refus de transférer des technologies pour renforcer les compétences nationales. Le pouvoir de Niamey a également décidé de provoquer définitivement la licence d'exploitation de l'hôtel Solux International de Niamey, construit par Pékin et inauguré en 2013 comme symbole de la coopération sino-nigériane. L'armée nigériane accuse les dirigeants de pratiques discriminatoires et de violations administratives. Dans un décret signé le 6 mars, le ministre de l'Artisanat et du Tourisme du Niger a ordonné le retrait définitif de la licence d'exploitation de l'établissement. Évidemment, cette décision est liée à la souveraineté nationale et cela se comprend, puisque le Niger veut s'approprier ses richesses et on ne peut que l'en féliciter. Le Niger, le pouvoir nigérien, veut que ses ressources profitent en premier lieu à ses ressortissants. Et évidemment, cela est une bonne chose. Mais la question qui se pose maintenant, puisque le Niger s'était tourné vers l'Est, au détriment des puissances occidentales comme la France et les États-Unis et d'autres puissances occidentales, notamment le Royaume-Uni et le Canada. Est-ce que maintenant, si le pays entre en froid avec la Chine, qui est un membre très important des BRICS, cela ne va pas coûter cher à ce pays, qui ne bénéficie plus de la protection occidentale et qui ne bénéficiera donc plus de la protection de la Chine, puisque en janvier,
le ministère nigérien de la Défense avait renforcé son partenariat sécuritaire avec Pékin dans un accord qui incluait le projet du groupe WAPCO afin de protéger les opérations pétrolières dans le pays. Et donc, la position qu'on se pose maintenant, comment le Niger va se protéger? Puisque, évidemment, on le dit avec amertume, on sait que les pays africains sont protégés par des puissances extérieures. Et donc, il y avait les Occidentaux qui sont partis sur décision du pouvoir de Niamey, et maintenant, qui avait été remplacé par la Chine et les Russes. Et maintenant, les Chinois sont mis dehors. Comment cela va se produire maintenant? C'est la question qu'on est en droit de se poser et dont on n'a pas pour l'instant de réponse. Mais cela peut également mettre en opposition les membres des BRICS. Et c'est là que ça devient intéressant. Puisque justement, au Niger, il y a des instructeurs militaires russes qui sont arrivés déjà, on a suivi, à Niamey. À Niamey, il y a des instructeurs militaires russes, à Niamey comme au Mali et au Burkina Faso d'ailleurs, et qui ont remplacé les Français qui ont été priés de quitter le territoire. Et maintenant, est-ce que pour les intérêts locaux, je veux dire les intérêts au Niger, est-ce que les Russes vont être en opposition, en confrontation avec les Chinois? Et ça peut être une idole sur le plan géostratégique. Peut-être là, Niamey aurait fait un coup de maître, voir que les puissances de l'Est, les puissances émergentes, membres des BRICS, commencent elles-mêmes à être en opposition. Mais là, on n'y est pas encore, on le verra plus tard. Tout simplement, la question qu'on voulait se poser aujourd'hui, c'est comment Niamey envisage de remplacer la protection dont il bénéficiait de la part du ministère de la Défense chinoise, et comme nous venons de le voir dans le contrat qui avait été signé, dans l'accord de partenariat qui venait d'être signé il n'y a pas très longtemps. On le suivra. Mais aujourd'hui, ce qu'on voulait dire, le dossier du jour, ça concernait essentiellement la CEDEAO. On voulait parler du Togo, on voulait parler de la Guinée-Bissau, qui, les deux, constituent, comme on vient de le voir, deux épines dans la chaussure de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Pour le reste, on a parlé du Niger, mais c'était un supplément. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nous nous arrêtons. Prochain rendez-vous très prochainement pour d'autres sujets. Au revoir et à bientôt.